Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 4e rendez-vous de l'inclusion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Céline d'Avril-Bavois de l'association Phobie scolaire, Madame Claire Lebrun, parent d'élèves concernés par la phobie scolaire et salariée d'UNAPEL académique. Elles vont nous aider à comprendre ce qu'est la phobie scolaire, identifier ses signes et proposer un accompagnement de l'enfant. Ce webinaire va se dérouler en 2 temps, 35 minutes de présentation, puis 20 minutes d'échange durant lesquelles vos questions écrites seront relayées. Je vous souhaite un bon rendez-vous de l'inclusion et Madame Céline d'Avril-Bavois, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Merci à l'appel de nous permettre de venir faire une présentation de l'association. Donc, je me présente, Céline d'Avril-Bavois. Je suis référente de l'association pour le département des Ardennes. Je suis également maman de 2 garçons qui ont 17 ans et en terminale et 15 ans et qui est en seconde actuellement. Et donc la phobie scolaire, elle est rentrée dans nos vies il y a bientôt 4 ans, suite à une année difficile pour notre fils qui était en 4e à l'époque. Et il est devenu rapidement pour lui impossible en quelques semaines de franchir les portes du collège. La phobie scolaire, alors on l'appelle également trouble anxieux scolaire, refus scolaire anxieux, et moi j'aime bien aussi quand on la nomme empêchement scolaire, parce que c'est un véritable trouble qui touche entre 1 et 5% des enfants et des adolescents actuellement. Elle se manifeste par une incapacité du jeune à fréquenter l'école et elle est souvent accompagnée d'une grande détresse émotionnelle, voire de symptômes physiques tels que les maux de tête ou les douleurs abdominales. On va y en reparler juste après. Et contrairement à l'absentéisme volontaire, la phobie scolaire, elle résulte d'une anxiété profonde face à un environnement scolaire qui en fait un véritable défi pour les familles et pour les professionnels de santé. C'est un enfant qui veut, mais qui ne peut pas aller à l'école. C'est vraiment un empêchement physique pour lui de franchir les portes de l'école et de rentrer dans une salle de classe. Il y a une étude récente qui a été menée par une pédopsychiatre et une chercheuse, le docteur Laïla Benoît pour l'INSERM, en collaboration avec l'association Phobie scolaire, et donc qui a analysé les réponses d'un peu plus de 1300 parents qui sont concernés par la phobie scolaire, et donc l'enfant, et dont un enfant a été concerné dans la famille. L'âge moyen du début de refus scolaire anxieux était en moyenne de 13 ans. Et au cours des 2 années qui précédaient son apparition, 24% des enfants avaient vécu une maladie grave ou la perte d'un être cher. 23% avaient changé d'école, 16% ont déménagé, 12% ont eu une modification de la structure familiale. Donc, vous voyez, il y a un terreau, en fait, avec des changements dans la vie des jeunes qui précèdent les premiers troubles qui vont engendrer un refus scolaire anxieux. Et de plus, 62% de ces jeunes avaient subi une forme de pression scolaire, alors qui peut venir de l'école, qui peut venir des parents ou du jeune lui-même, hein, qui se met une grosse pression pour réussir à l'école. Et 48% de ces jeunes avaient été victimes de harcèlement, d'insultes ou de menaces. Et pour certains d'entre eux, jusqu'à 16% avaient subi des violences physiques.
Donc, les symptômes précurseurs tels que des comportements d'opposition, dépressifs, l'anxiété, sont souvent présents et sont en moyenne présents dès l'âge de 8 ans. Moi, je vous fais une petite parenthèse, mon fils aîné a toujours eu mal au ventre les jours d'école, alors que c'est un jeune qui n'avait absolument aucune douleur au ventre quand c'était les vacances ou les week-ends. Mais c'est vrai qu'on a toujours mis ça sur le compte finalement d'un problème physique et on n'a jamais vraiment fait le lien avec une éventuelle phobie scolaire. Et donc, sur les parents qui ont répondu au questionnaire, il y a 50% des enfants qui avaient passé un test de QI et 44% qui étaient considérés comme précoces. Alors, je vous ai mis un petit graphique qui reprend en fait les questions qui sont posées au moteur de recherche Google. En fait, on voit les pics des interrogations sur la phobie scolaire en fait au moment de la reprise des cours après les vacances. Au moment de la rentrée scolaire de septembre, des vacances de la Toussaint, des vacances de Noël. Et en fait, c'est vrai que ça montre bien que c'est des symptômes qui apparaissent euh, quand il faut en fait se rendre dans un établissement scolaire. Et le dernier rapport, j'en profite pour vous dire, le dernier rapport sorti sur la santé mentale en mars 2025 indique que plus d'un adolescent sur 4 actuellement déclare que l'école est une source d'angoisse fréquente. Alors, les symptômes, ils sont très variables hein, en fonction de l'âge et de la personnalité de l'enfant. Chez les petits, ce sont plus souvent des manifestations somatiques, comme des maux de ventre, la boule au ventre qui revient assez souvent. Ça peut être aussi une phobie spécifique, comme la phobie de vomir à l'école ou celle d'aller aux toilettes à l'école. Des choses qui sont très focalisées, mais qui sont le symptôme, pardon, d'un problème très large et qui touche l'école dans son ensemble. Ce n'est pas forcément exprimé comme une phobie scolaire d'ailleurs. Parfois, elle est plus évidente avec un refus de se rendre à l'école, une résistance à se préparer le matin ou des larmes qui pointent le bout de leur nez quand on arrive dans la cour de récréation. Et on peut parfois parler de burn-out chez les jeunes, ce qui peut aggraver ou déclencher la phobie scolaire. En tout cas, quelle que soit la cause, on repère généralement dans la phobie scolaire des mécanismes neurologiques qui se rapprochent à ceux d'un stress post-traumatique. Le cerveau devient complètement noyé de manière quasi chronique sous les hormones du stress. Et la phobie scolaire, il faut bien se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas un caprice ou un simple passage à vide et que que l'enfant pourrait surmonter avec quelques efforts. Je voulais vous faire part d'un témoignage. C'est Élodie Anthony, qui est psychologue chez Cogito, qui expliquait en 2019 que si on met de côté la froideur des chiffres, la phobie scolaire, c'est Emma qui, chaque veille d'école, s'endort en larmes ou ne trouve parfois le sommeil qu'au petit matin. C'est Théo qui est atteint de crises de vomissement chaque matin en se rendant en cours. C'est Julie qui se scarifie régulièrement, ne trouvant le répit que pendant les grandes vacances. C'est Mathis qui souffre de douloureuses migraines qui se déclenchent qu'en milieu scolaire. Et c'est même Clara qui a tenté de mettre fin à ses jours. Les symptômes sont nombreux, vous le comprenez, et vraiment différents d'un enfant à l'autre. Alors, les premiers signes du mal-être, ils ne sont pas toujours identifiés tout de suite. L'enfant accumule parfois des absences à l'école parce qu'il n'arrive pas à y aller tout simplement avec des symptômes physiques. Il faut être très attention à cette notion en fait de symptômes physiques et de souffrance qui peuvent être repérés chez les enfants. Parfois, la souffrance scolaire, elle est invisible, avec un enfant qui donne beaucoup pour s'adapter au mieux et essayer en fait de jouer le jeu et d'y aller. Donc ça génère une fatigue très intense chez le jeune. Et donc, les troubles, ils apparaissent vraiment petit à petit, même s'ils sont bien présents en fait chez l'enfant. Et donc, voilà, on a deux façons
de vivre hein, la phobie scolaire qui peut être extrêmement brutale, c'est-à-dire que le jeune, il n'arrive plus du tout à aller à l'école presque du jour au lendemain, ou alors c'est vraiment de façon insidieuse, avec des absences qui se répètent, mais avec quand même la possibilité, au prix de gros efforts pour le jeune, de se rendre en classe. La responsabilité des parents, elle est parfois un peu exagérée, j'ai envie de vous dire. Les familles, elles se voient régulièrement considérées comme responsables de l'incapacité de leur enfant à se rendre à l'école. On est quand même dans une société où l'école constitue la norme et rien ne prépare les parents à l'irruption de la phobie scolaire dans leur vie, hein, ni dans la fratrie d'ailleurs. Les parents, en plus d'être démunis face à la phobie scolaire de leur enfant et d'être inquiets, en fait, ils doivent faire face à l'incompréhension et au jugement. La phobie scolaire, elle entraîne également des conséquences qui ne sont pas anodines pour les familles. Dans l'étude réalisée dont on a parlé tout à l'heure par le docteur Laïla Benoît, il était mis en avant que la moitié des familles dépensaient plus de 150 € par mois dans des soins qui ne sont pas remboursés et que 69% des parents avaient vu leur activité professionnelle impactée. Donc, soit par un passage obligé à temps partiel, soit par une perte d'emploi, ne souhaitant pas laisser en fait l'enfant seul ou ne pouvant pas laisser l'enfant seul, bien évidemment, à la maison lorsqu'il ne peut pas aller à l'école. Alors, il existe hein, un certain nombre de choses à mettre en place. Euh, à l'association Phobie scolaire, il y a une feuille de route avec un certain nombre de préconisations. Et donc, la première étape hein, consiste surtout à vérifier que l'élève n'a pas de maladie physique qui pourrait expliquer son épuisement et à s'assurer qu'il n'est pas victime de violence. Des bilans peuvent être demandés pour repérer des éventuels troubles des apprentissages. Et lorsqu'un trouble mental, comme par exemple une dépression, est associé à la phobie scolaire, il est important de le traiter avant d'envisager une reprise scolaire. Les études, dans l'étude hein, du docteur Laïla Benoît, il y a 54% des enfants qui avaient reçu un traitement pharmacologique et 44% d'entre eux qui avaient consulté en tout premier en fait le médecin de famille. L'association Phobie scolaire, donc ce que je vous disais, hein, dans la feuille de route qu'elle met en ligne et qu'elle met à disposition des parents, euh, insiste en fait sur un fil rouge assez clair à suivre qui est offrir à l'enfant les moyens et le temps de se rétablir en fait, de se reconstruire et de trouver un apaisement psychologique, de s'adapter à son rythme sans vouloir en fait lui imposer notamment le rythme de l'école qui est bien souvent incompatible avec une prise en charge de soi. Il est donc important et il est recommandé, c'est ce que l'association recommande en fait, de faire une pause sur une période idéalement de 3 semaines pour éviter d'empirer la situation et surtout pour faire baisser la pression en fait chez l'enfant, mais également auprès de la famille. Et il est ensuite primordial et indispensable qu'un dialogue entre l'école et la famille se mette en place. Voilà. Dès que possible. En France, hein, je vous rappelle que les jeunes doivent obligatoirement être scolarisés entre 3 et 16 ans. C'est une obligation scolaire et le chef d'établissement peut, si il y a des absences répétées qui ne sont pas justifiées, faire un signalement à la DSDEN. D'où l'importance de voir le médecin de famille, d'avoir un certificat médical et ensuite qu'il y a un dialogue qui s'instaure avec l'école. Ce qui permet à l'école d'être informée et puis de commencer en fait à envisager avec les parents de mettre peut-être des aménagements en place. Je pense sincèrement, alors c'est le message qu'on délivre à l'association, mais moi, pour l'avoir vécu, je pense vraiment qu'il y a un manque d'information et de connaissance de la phobie scolaire auprès des chefs d'établissement, des CPE et des enseignants. Donc, il ne faut pas hésiter en fait à bien expliquer ce que c'est et que l'enfant, en fait, il est victime de cette situation et qu'il n'y est absolument pour rien.
Donc, des aménagements peuvent être mis en place pour aider et puis pour faciliter un retour en classe, même que quelques heures ou quelques jours par semaine. Ne faut pas se focaliser en fait sur la quantité d'heures de cours à rattraper, mais plutôt en fait permettre un retour dans de bonnes conditions à l'élève en classe. L'idéal, c'est de réunir une équipe éducative pour installer des aménagements et un rapport bienveillant en fait avec l'enfant, que tout le monde comprenne bien comment mettre en place ces aménagements. Tout à l'heure, je vous ai parlé des chefs d'établissement, des enseignants. Quand vous avez la possibilité, quand il y a une infirmière scolaire, ne pas hésiter à la solliciter. C'est souvent elle qui peut faire le lien en fait entre les enseignants, entre les parents et le jeune qui serait en difficulté pour revenir en cours. Enfin, il peut être formalisé un plan d'accompagnement adapté par le biais d'un PAI, un plan d'accompagnement individualisé, pour mettre en place les suivis qui correspondent aux préconisations médicales ou paramédicales, par exemple l'orthophoniste ou le psychologue. Donc ça peut être des aménagements d'horaire, ça peut être des aménagements dans le cadre des évaluations. Les évaluations, elles peuvent être très bien faites à l'oral ou elles peuvent être faites dans une salle à part si le jeune ne se sent pas bien quand il y a trop d'élèves dans la classe. Enfin, il peut y avoir un panel d'aménagements. Le jeune peut également avoir la possibilité de sortir de cours quand il se sent quand il se sent mal à l'aise, quand il se sent oppressé. Donc tout ça, c'est des petits aménagements. Il peut avoir aussi une salle qui pourrait être dédiée, en fait, où il pourrait se retrouver au calme avec des affaires personnelles. Donc ça, ce sont un certain nombre d'aménagements qui peuvent être suggérés à l'établissement scolaire avec un dialogue entre le chef d'établissement, l'infirmière et le personnel éducatif. Vous avez également la possibilité, en fait, en tant que parent, de solliciter l'APAD. C'est un accompagnement pédagogique à domicile ou à l'hôpital ou à l'école. Donc ça se fait via la DSDEN et puis avec le médecin scolaire. Donc tout comme l'infirmière scolaire, moi je pense sincèrement qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter. Nous, pour la petite histoire, c'est le médecin scolaire qui a mis en place la PAD que je connaissais absolument pas quand mon fils a essayé de retourner à l'école en troisième. Et c'est aussi le médecin scolaire qui a déclenché la troisième alternative dont je voulais vous parler, c'est-à-dire le CNED. Donc ça, c'est une alternative d'un dispositif d'instruction à la maison. Donc le CNED, c'est le Centre national d'enseignement à distance. C'est une option quand on s'est rendu compte que en fait, le retour à l'école, malgré les aménagements, n'était pas possible et que l'état de notre santé de notre fils était en fait se dégrader. Et le retour, enfin l'instruction à la maison, ça a permis en effet de faire baisser la pression, de prendre ses marques, en tout cas de retrouver confiance en lui et confiance aussi en l'adulte. Alors c'est pas un parcours facile, néanmoins ça permet voilà, de continuer en fait les apprentissages, de poursuivre un rythme pour le jeune et puis voilà, de rester quand même un peu au même niveau, j'ai envie de dire, que les copains qui sont dans la cour d'école. Alors, l'association Phobie scolaire, elle a été fondée par des parents en 2008 et elle vise à faire évoluer la compréhension, la reconnaissance, la prise en charge des enfants qui sont concernés, qui sont en grande souffrance et qui sont quand même bien souvent pénalisés scolairement et socialement. Les parents, donc, ce que je vous disais, enfin, les bénévoles qui sont présents au sein de l'association, ce ne sont que des parents qui sont concernés. Et l'objet de l'association, c'est aussi de fournir des informations pratiques. L'objet de l'association, donc, c'est bien de fournir des informations pratiques aux familles, de les sortir de l'isolement et de réfléchir à des solutions de rescolarisation. L'association, elle organise dans les différentes régions et les grandes villes de France des groupes de partage qui sont animés par des correspondants régionaux
par des parents d'enfants souffrant ou ayant souffert de phobie scolaire. Et l'association, elle anime également un groupe fermé sur Facebook réservé aux parents. Pour vous donner une petite idée, il y a 15 000 familles qui sont présentes sur ce groupe fermé de l'association. Et l'association, on est un peu moins de 1000 adhérents actuellement. Mais voilà, pour vous donner une idée de l'ampleur en fait des parents qui sont concernés et qui ont besoin de se rencontrer et puis de pouvoir échanger. Il y a une étude qui a été mise en avant sur l'intérêt des thérapies multifamiliales qui permet aux familles de partager leur expérience et de s'entraider. Ces interactions, elles sont bénéfiques aussi bien pour les adolescents que pour les parents qui se sentent moins seuls dans leur gestion de la solution. Et l'association, elle permet ces échanges réguliers à travers des rencontres, à travers des groupes de parole et à travers les réseaux sociaux, comme je vous le disais. Savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a plein d'autres familles qui vivent la même chose ou qui ont vécu la même chose, ça permet de relativiser un petit peu, ça permet de se sentir soutenu et puis voilà, moins seul et de se dire que en fait, c'est pas quelque chose. Alors oui, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, malheureusement, que traversent nos enfants, mais c'est quelque chose qui est partagé par d'autres enfants et vous n'êtes pas tout seul. Alors moi, en conclusion, je voulais vous dire en fait que un parcours qu'on pourrait considérer comme chaotique, c'est parfois un plan B, c'est parfois un itinéraire bis. Moi, j'étais venue à une rencontre appel en 2021 où j'avais rencontré à l'époque la présidente de l'association Phobie scolaire et elle m'avait dit ça, elle m'avait dit ton fils, il va prendre un itinéraire bis. Mais il ne faut pas vivre ça comme un échec. Et les jeunes, à terme, ils trouvent leur voie, ils trouvent leur épanouissement. Moi, je voudrais conclure là-dessus en vous disant qu'il existe toujours des itinéraires bis et qu'il faut faire confiance à nos enfants. Il faut nous faire confiance parce que on fait sincèrement tout ce qu'on peut en tant que parents. Et surtout, ne culpabilisez pas et ne restez pas tout seul. L'association Phobie scolaire, elle peut vous aider et elle peut vous accompagner. Et donc, je laisse la parole à Claire, qui va pouvoir témoigner en fait de son vécu en tant que maman. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Céline pour cette présentation. Merci Léa, merci Marie. Et merci au service, aux parents d'élèves de l'appel national de m'avoir invité à témoigner sur ce sujet délicat qu'est le refus scolaire anxieux ou phobie scolaire. Je vais donc vous expliquer le vécu de ma fille et de ma famille, puisque c'est une histoire malheureusement parmi d'autres. Elle a 19 ans aujourd'hui et elle a éprouvé d'une façon assez brutale au moment de la rentrée en quatrième des difficultés, voire une impossibilité par la suite de se rendre au collège. Donc jusque-là, il faut savoir que c'était une enfant qui n'avait pas de difficultés particulières au niveau scolaire, qui ne faisait pas parler d'elle, qui avait de bons résultats et qui fréquentait le même groupe scolaire depuis le CP. Donc de notre côté, il n'y a pas eu de changement d'école ou de déménagement. Alors, les premières manifestations, en tout cas chez nous, il y a surtout eu des difficultés à se lever le matin, à s'endormir le soir, hein. On avait un sommeil vraiment compliqué, donc elle traînait un petit peu à se préparer le matin. On a eu très vite des crises d'angoisse, des pleurs, des attaques de panique dès lors qu'on évoquait l'école, une impossibilité quasiment de faire ses devoirs. Elle évoquait également des difficultés de concentration et de mémorisation qui jusque-là, voilà, ça posait pas de problème particulièrement.
c'est-à-dire qu'elle ne retenait absolument pas ce qui était dit en cours. Le moindre bruit en classe l'empêchait totalement de se concentrer. Donc, ce qu'elle nous disait, c'est qu'en fait, ben, elle était là, mais elle n'était pas là. Elle avait une présence physique uniquement en cours, c'est-à-dire qu'elle faisait acte de présence, mais voilà, sans plus. Ce qu'on va également remarquer, ben, ce sont des, comme disait Céline, des maux de ventre, des maux de tête, hein, somatisent assez fortement. Une impossibilité réelle de franchir le portail du collège. Alors là, c'est aussi physique, hein, c'est l'impression qu'on doit quasiment la tirer par le bras pour se rendre au collège. Il y a forcément assez vite une distance qui s'installe avec les amis parce que quand on s'absente régulièrement, forcément on partage plus tout à fait les mêmes choses, donc on a l'impression d'être un petit peu exclu, même si c'est pas la cause de la phobie scolaire, mais ça peut être en effet une conséquence. Ce qui va nous inquiéter, et voilà, ce sont les scarifications, parce que très vite, on s'aperçoit que notre fille se scarifie. Donc ça, c'est vraiment la preuve d'une grande souffrance de l'enfant qui ne sait pas comment faire autrement pour extérioriser en fait sa souffrance. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à vivre. Mais globalement, c'est vrai qu'on a une impression quand même de grande tristesse et d'une sorte de burn-out de l'école. Voilà. Alors nous, en tant que parents, évidemment, c'est un petit peu l'incompréhension. C'est vrai qu'à cette époque-là, donc quand elle est en quatrième, on n'a jamais entendu parler de phobie scolaire, de refus scolaire anxieux. C'est un terme qu'on n'a jamais entendu. On n'a pas de proches, voilà, dans notre entourage qui ont pu vivre la même chose. Donc effectivement, on se demande pourquoi. C'est la première question. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On ne sait pas trop vers qui se tourner ou chercher de l'aide. On ne sait pas comment agir avec l'enfant. Est-ce qu'on doit le forcer à aller à l'école? Est-ce qu'on doit finalement le laisser se reposer? On ne sait pas trop comment agir. Et puis, comme disait Céline, c'est vrai que ben, en France, la scolarité, elle est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc on éprouve une culpabilité parce que déjà, on n'arrive pas à entendre raison à notre enfant, et puis il faut se justifier aussi face à ces absences. Donc on comprend rapidement que voilà, on est face à un problème majeur qu'il va falloir agir, mais on ne sait pas tellement comment aborder les choses. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on est quand même face à quelque chose de très fort, qui n'est ni un caprice, ni de la paresse, de la part de notre fille, mais on voit quand même qu'elle est dans une très grande détresse. Elle voudrait aller au collège, mais malheureusement, elle ne peut pas. Alors, le parcours médical, parce qu'en fait, il va y avoir deux parcours un petit peu en parallèle. Finalement, c'est le parcours médical et le parcours scolaire, donc il faut un petit peu jongler avec tout ça sur les deux parcours. Donc, en premier lieu, c'est vrai que devant les absences qui se cumulent, donc nous, on avait la chance d'avoir une infirmière scolaire au sein de notre établissement, donc on l'a contactée ainsi que la direction de l'établissement. On ne nous parle pas du tout de refus scolaire anxieux ou de phobie scolaire. On voit que, bon, avec le recul, ils n'étaient pas sensibilisés à ce problème. Bon, toutefois, on est écouté avec bienveillance. Et notre fille, bon, ben, malheureusement, elle va passer un certain nombre de temps à l'infirmerie. Quand c'est trop lourd, quand c'est trop difficile de supporter la présence en cours, qu'elle n'y arrive plus, eh bien, elle va se diriger vers l'infirmerie, donc où elle y sera accueillie régulièrement. Alors c'est vrai que pour nous c'est un peu compliqué, hein. On appelle quasiment tous les jours la vie scolaire pour expliquer que ben encore une fois notre fille ne viendra pas à l'école, mais on est obligé de le faire, on est obligé de se justifier de toute façon. Bon, c'est pas très agréable, mais voilà, c'est comme ça. Donc ensuite, ben effectivement, justifier les absences, il va falloir aller chez le médecin traitant.
pour permettre à notre enfant de faire des pauses, de souffler, de se ressourcer un petit peu, nous aussi. Et puis, effectivement, d'avoir des écrits, des certificats médicaux, parce que l'établissement, lui aussi, est obligé de se justifier auprès du rectorat quand un enfant est absent régulièrement. Donc, ce parcours, c'est quand même une sacrée épopée. On a rencontré pas mal de professionnels de santé. C'est pas aussi linéaire que ça en a l'air. C'est un parcours qui voilà, va s'étaler sur 3-4 ans. Donc parfois il y a des avancées, parfois il y a des retours en arrière, des déceptions, des mauvais diagnostics, des changements de professionnels. Enfin voilà, c'est vraiment, ça s'étale dans le temps. Donc, le premier diagnostic qui va être fait par une pédopsychiatre, en fait, c'est que notre fille est en dépression sévère. Donc là, il faut agir assez rapidement, c'est-à-dire on va se mettre en place une médication qui est absolument indispensable pour qu'elle puisse aborder les choses plus sereinement parce qu'elle est vraiment en grande détresse. Voilà. Donc, un suivi psychologique, bien sûr, régulier, donc avec une psychologue va se mettre en place également. On va nous prescrire, du coup, on va nous dire de faire des bilans au niveau des troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire les troubles 10. Donc, on va s'apercevoir, en fait, en faisant un bilan avec une psychomotricienne, que notre fille est multi-10. Alors là, à ce moment-là, elle a un peu plus de 14 ans. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, alors les troubles 10, ça apparaît pas comme ça à 14 ans, hein, c'est quelque chose que les enfants ont en eux déjà depuis longtemps. On comprend que finalement, elle a compensé quelque chose pendant des années. Et qu'au bout d'un moment, de ce moment de compensation, elle accumule une très grosse fatigue. Et c'est vrai que quand on arrive en 4e, bon, c'est un peu une étape. Il y a plus de cours à écrire, plus de leçons à apprendre, à retenir. Et que là, en fait, elle n'y arrive plus. Voilà, elle n'y arrive plus, elle craque. Donc, nous, on découvre ça vraiment tardivement dans sa scolarité, en fait, hein. Donc, c'est un peu une surprise également. Donc, c'est important de faire des bilans s'ils sont prescrits parce que ça peut expliquer la phobie scolaire, le refus scolaire anxieux. Parfois pas, ça dépend, mais en tout cas, pour nous, c'était le cas. Pour les parents, c'est vrai qu'il faut s'adapter aussi d'un point de vue personnel, professionnel aussi, parce que on ne pouvait pas la laisser toute seule à la maison. Donc, ça demande des ajustements pour les parents également. Donc là, on a mis aussi dans ce parcours l'hospitalisation, donc on pourrait même y mettre un S, puisqu'il y a eu plusieurs hospitalisations, donc des passages aux urgences multiples, puisque en fait, pour mise en danger, hein, elle le disait clairement, elle avait plus envie de vivre en fait, donc ça a été très difficile pendant quelques temps. Et puis, à un moment donné, comme c'était trop, elle a été prise en charge dans un service de pédopsychiatrie. Donc là, elle était d'accord, hein, elle avait envie qu'on l'aide, donc elle a été prise en charge 2 mois et demi dans ce service. Donc c'est facile pour personne, hein, ni elle ni les parents, c'est assez difficile parce que voilà, on a des coups de fil restreints, des visites restreintes, pas beaucoup de permissions en pleine période de Noël, donc c'est un petit peu compliqué. Mais ça lui a permis de souffler, nous aussi, et puis voilà, et puis c'était vraiment un passage obligé à ce moment-là. Mais c'est pas le cas évidemment pour tous les jeunes. On a également une proposition de thérapie familiale à un moment donné. Donc il faut savoir que Valentine, elle a un grand frère. Donc en fait, voilà, on était tous les 4. Ça nous a permis de parler, d'échanger. Pendant un petit moment, on a suivi cette thérapie familiale. Donc, comme elle avait eu ce diagnostic de trouble 10, effectivement, elle a eu un suivi chez une psychomotricienne, également une ergothérapeute, voilà, pendant quelques temps.
Alors, le parcours scolaire. Au niveau du collège, on va nous proposer différentes choses. Donc, on va essayer différentes choses, hein. Il ne faut pas hésiter à rencontrer différents interlocuteurs. Alors, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Donc, bon, on sait avec le recul que peut-être avec son état de santé, la dépression, elle n'était pas vraiment prête à aborder tout ça. Mais on va avoir des propositions, puisqu'évidemment, il y a beaucoup d'absences, des résultats en baisse, c'est un petit peu normal parce qu'en fait, on peut pas trop noter une enfant qui est pas souvent là aussi. On va avoir des réunions avec l'équipe éducative. On va lui proposer un PAP, donc c'est un plan d'accompagnement personnalisé. Donc à ce niveau-là, ça va être surtout un aménagement d'emploi du temps. On va lui alléger son emploi du temps pour l'autoriser à venir moins souvent au collège. Donc, parfois, elle va réussir à respecter cet emploi du temps adapté, parfois non. Voilà, ça va dépendre des moments. Donc, la PAD, on a testé aussi, hein, Céline vous a expliqué. Alors, pour nous, ça n'a pas été un accompagnement à domicile parce qu'on était en fait en période post-Covid et voilà, les professeurs n'étaient pas autorisés à venir au domicile. Ce sont des professeurs volontaires, hein. Notre enfant est doté de quelques heures par semaine pour suivre quelques matières. Et donc là, ça se passait dans l'enceinte du collège. Donc du coup, c'est vrai que ça n'a pas simplifié les choses puisqu'elle avait déjà du mal à se rendre au collège. Donc elle a fait ce qu'elle a pu, elle a tenté et puis elle n'a pas poursuivi parce que ça aurait peut-être été mieux à domicile, mais à l'époque, ça n'était pas possible. Au niveau des... Alors, j'ai mis aménagement aux examens parce qu'il faut envisager voilà, le brevet qui arrive. Donc, on va rencontrer le médecin scolaire. Donc, c'est elle qui va nous aider à déterminer ce qui était important pour elle comme aménagement. Donc, du coup, elle va avoir un tiers-temps. La possibilité de passer les examens dans une salle avec des effectifs réduits et également l'utilisation de l'ordinateur, puisque en fait, avec les bilans des troubles neurodéveloppementaux, on lui préconise l'usage d'un ordinateur. Voilà, donc ça va être ces aménagements aux examens. Donc déjà, il faut l'anticiper un petit peu. On monte en parallèle un dossier MDPH. Pourquoi? Parce que très vite, avec tous les suivis, on a effectivement aussi des dépassements d'honoraires, etc. Donc, il est possible d'avoir une petite prise en charge au niveau MDPH. Donc, elle obtient quand même son brevet, tout juste, mais bon, elle obtient son brevet. Mais bon, pour la suite, on est un petit peu perdu parce que elle n'a pas une orientation en seconde générale. Ce qu'elle souhaitait faire, c'était d'aller en seconde générale. Et le collège, voilà, nous dit non, son bagage est trop léger, il y a eu trop d'absence, elle ne peut pas aller en seconde générale. Donc, on lui propose, pourquoi pas un bac professionnel. Donc, bon, pourquoi pas. On va se rendre à un rendez-vous avec la chef d'établissement d'un établissement qui propose un bac pro services et soins à la personne. Bon, ça l'emballe pas trop, mais bon, on y va quand même. Et puis là, elle nous dit que non, elle sera sur liste d'attente parce que elle a eu trop d'absences l'année précédente et qu'elle ne sera pas prioritaire. Il y a beaucoup de demandes dans cette filière. Donc là, c'est un petit peu la douche froide parce qu'elle a l'impression finalement qu'on ne veut d'elle nulle part. Bon, alors, on n'a pas beaucoup d'autres solutions que le redoublement. Alors, ce redoublement, il ne sera pas forcément très productif, hein. Honnêtement, sa deuxième, troisième, comme elle a déjà le brevet, qu'elle a toujours des difficultés à aller en cours, elle ne va pas y aller beaucoup au collège. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu une sensation de burn-out professionnel. Donc, c'est vrai qu'un adulte, quand il est en burn-out, bon, on va lui faire un arrêt de travail, etc., pour se reposer. Donc, c'est vrai que pendant un certain temps, elle n'est plus allée au collège pour réellement se reposer. Voilà, c'est vraiment le discours qu'on a entendu au niveau de
l'association Phobie scolaire qu'on a rencontrée pendant cette période, avec Nathalie, la correspondante, et tout autant d'autres parents aussi formidables. Et en fait, en entendant leurs témoignages, c'est vrai qu'on ne se sent plus seul. Et le message qu'on nous fait passer aussi, c'est l'enfant avant l'élève, c'est-à-dire que si de toute façon votre enfant ne va pas bien, il ne pourra pas être élève, voilà, correctement, c'est pas possible pour lui de reprendre son costume d'élève. Alors, faut envisager quand même l'après, donc la seconde, puisque notre fille voulait faire une seconde générale. Donc là, on va trouver une solution dans le micro-lycée, parce qu'au bout de 3 ans, en fait, un petit peu de bricolage, ça semble un petit peu long et on a hâte de trouver une solution. Alors, il y aura 2 personnes, enfin 2 acteurs qui vont nous conseiller le micro-lycée, ça va être l'association Phobie scolaire et également un acteur à pas négliger, c'est le CIO, le Centre d'information et d'orientation de notre ville, qui, au vu du parcours de notre fille, en fait, nous ont proposé soit cette solution de micro-lycée, soit un soin-études. Alors, le soin-études, nous, on l'a exclu parce que elle avait déjà passé beaucoup de temps à l'hôpital. On ne voulait pas d'une solution trop médicalisée. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le micro-lycée? Donc, nous avons pris rendez-vous avec le directeur. Et c'est vrai que notre fille va sortir de ce rendez-vous avec un grand sourire. Elle a l'impression d'avoir été comprise, qu'on a compris ses besoins, qu'on l'a écoutée, et en fait, elle veut s'inscrire. Donc, voilà, on est parti pour le micro-lycée. Alors, si vous ne connaissez pas le fonctionnement, c'est tout d'abord un dispositif en fait pour des enfants âgés de 16 à 25 ans qui ont décroché du système scolaire classique. Voilà, donc peu importe la raison, c'est pas forcément des enfants en phobie scolaire, c'est des enfants qui ont des parcours de vie un petit peu accidentés, qui arrivent déjà avec un sac à dos bien rempli. Et l'adaptation ne s'est pas non plus faite du jour au lendemain, c'est pas une baguette magique. On a pris le temps qu'elle s'adapte, etc. Et je dirais qu'en milieu de première, voilà, c'était reparti sur les bons rails. Alors, comment ça fonctionne? Donc, vous avez des classes à effectifs réduits. Donc déjà, ça facilite un peu l'accompagnement. L'emploi du temps va être allégé. Alors, allégé en présentiel, c'est-à-dire qu'ils vont faire autant d'heures que des lycéens d'un lycée classique, mais en présentiel, ils vont être là, on va dire la moitié du temps par rapport à un lycée normal. On va leur déposer tous les cours sur une plateforme informatique. Donc, ils vont avoir les cours, les exercices à faire à la maison. Donc, ils passent du temps à étudier à la maison sur cette plateforme. Et ensuite, quand ils se retrouvent en cours, ils vont partager leurs questions par rapport, c'est un peu l'école à l'envers, ils vont partager leurs questionnements sur le cours qu'ils auront appris à la maison. Donc, au niveau de la notation, parce qu'il y a des enfants, des fois, qui sont phobie scolaire et voilà, ils ont une peur aussi des notes. C'est une collaboration entre l'élève et les professeurs, c'est-à-dire que l'élève va se noter par période dans toutes les matières. Et ensuite, il rencontrera son tuteur, parce qu'il a un tuteur référent tout au long de l'année. Et avec lui, ils vont définir si oui ou non l'élève, à leur avis, s'est correctement noté. Il faut savoir que la plupart du temps, les élèves ont tendance à se sous-noter. Donc voilà, c'est une réalité. Donc c'est vrai que tout ça, ça lui a permis vraiment de reprendre confiance en elle et aussi en l'adulte. C'était très important et je crois que c'est la clé de la réussite. Voilà. Il y a des terminologies choisies également, c'est-à-dire que, par exemple, les cours, on va appeler ça des regroupements. Les devoirs, ça va devenir des activités. Donc, les mots qui sont liés à l'école ne sont pas tout à fait les mêmes que dans un parcours scolaire classique. Voilà.
Donc, je voulais aussi préciser qu'il existe dans certains départements, donc pas dans le mien, des micro-collèges aussi qui accueillent des enfants sur le même principe, mais au niveau collège. Voilà. Alors, je voulais porter un message d'espoir parce que c'est le but aussi. On peut se sortir d'un empêchement d'aller en cours. Notre fille va vraiment mieux aujourd'hui et nous sommes fiers de son parcours, de sa persévérance et de son évolution. Donc, elle a eu son bac là en 2025, mention très bien. Alors, elle n'aurait pas une mention. Pour nous, c'était pareil. De toute façon, on savoure vraiment chaque petite victoire. Elle est en première année de licence de droit. Ça se passe bien. Elle aime ce qu'elle fait. Elle est toujours persévérante et c'est vraiment ce qu'elle voulait faire. Alors, par contre, elle a toujours des aménagements au niveau scolaire et des aménagements d'examen, hein, puisque ça existe également dans le supérieur. Elle s'est engagée comme bénévole dans 2 associations, dont une en faveur de la santé mentale des jeunes. Donc, elle se sent concernée et elle a envie d'aider également les autres. Elle a manifesté, suite à toute cette période un petit peu de chaos, d'un besoin d'autonomie. Donc, elle est en colocation avec une amie qu'elle a rencontrée au micro-lycée. Donc, elle a fait aussi des belles rencontres au micro-lycée. Bien sûr, il y a toujours un suivi en soutien, comme béquille, un suivi psychologique dont elle a besoin. Donc, ça continue. Les rendez-vous sont espacés par rapport à avant, sont moins fréquents, mais ils sont toujours là. Voilà, donc j'ai une grosse pensée pour elle parce qu'elle est en plein partiel en ce moment de droit. Donc voilà, je lui envoie plein de courage. Alors, pour finir, hein, quelques recommandations, mais je pense que c'est vrai que Céline a déjà un petit peu énoncé tout ça. J'insisterai peut-être sur le fait de faire preuve de patience parce qu'il peut y avoir des montagnes russes. Voilà, parfois ça va pas, et puis ça s'étale sur le temps, mais bon, faut pas s'inquiéter. Ne pas avoir peur d'expérimenter plusieurs pistes, c'est-à-dire que voilà, si on sent que le courant passe pas avec un professionnel de santé ou avec un interlocuteur au sein d'un établissement scolaire, on peut toujours trouver une autre personne ressource ou changer de médecin pour voir un petit peu comment avoir un deuxième avis. Il faut pas hésiter, pas s'enfermer dans quelque chose qui avance pas. Faut prendre soin de soi, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais c'est vrai que tout ce qui est démarche administrative, hypervigilance envers l'enfant, c'est chronophage, c'est énergivore, et je pense que de temps en temps, il faut pouvoir essayer de souffler un petit peu, tout comme prendre soin de la fratrie, parce que évidemment, les frères et sœurs peuvent être impactés. Quand on passe beaucoup plus de temps avec un enfant, ça a des conséquences également. Donc, voilà, si possible, prendre soin de la fratrie. Alors, évidemment, ne pas rester isolé. Donc, l'association Phobie scolaire, elle nous a été d'un grand soutien. Et je les remercie beaucoup. Ils sont présents un petit peu dans toute la France. Donc, sur le site internet, vous pouvez trouver les coordonnées des correspondants de votre département, de votre région. Et donc, ça permet vraiment, en tout cas pour nous, ça a permis vraiment d'avancer un peu plus vite sur le sujet. Voilà, donc il faut savoir aussi que c'est un événement qui peut être traumatisant pour toute la famille, mais je crois qu'on en sort aussi grandi. Si on apporte à notre enfant toute notre confiance, notre bienveillance, tout notre amour, je pense que voilà, pour eux, on peut être vraiment un pilier. Il saura qu'il n'est pas seul et qu'il pourra compter sur vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous envoie beaucoup de courage si vous traversez une période difficile. Merci. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Vous avez peut-être encore d'autres questions. Vous avez compris, comme l'ont rappelé les intervenantes aujourd'hui, qu'il est important de prendre le temps pour accompagner le jeune en refus scolaire anxieux, que ce soit à la maison, dans la collaboration école-famille et avec les professionnels. Le replay sera disponible sur l'espace grand public du site de l'appel. N'hésitez pas à le consulter, à le diffuser largement auprès des parents qui pourraient être intéressés par ces informations. Vous y retrouverez aussi
les derniers webinaires. Et je tiens à adresser un chaleureux merci à Madame Céline d'Avril-Bavois, Madame Claire Lebrun pour votre disponibilité, vos précieux conseils, votre témoignage en tant que parent. Un merci aussi à l'équipe des salariés de l'Appel national qui a accompagné et soutenu tout au long ce webinaire. Alors, si vous souhaitez approfondir le sujet ou si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à vous procurer le magazine Zèbre de septembre et par la même occasion le découvrir. En scannant ce QR code que vous avez devant vous, vous retrouvez des reportages audio réalisés par Famille Éducation, qui est le magazine de l'Appel sur la thématique d'aujourd'hui. Et enfin, vous pouvez solliciter l'association Phobie scolaire si vous avez besoin d'être accompagné. Vous allez trouver la liste des correspondants régionaux qui pourront du coup répondre à vos interrogations et vous donner des conseils. Le prochain rendez-vous sera le 22 janvier sur la place de l'enfant neuroatypique en classe. Merci à vous pour votre présence et je vous souhaite un bel après-midi.